Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le forum des lecteurs en direct sur Corrèze Télévision. C'est le dernier forum de l'après-midi, ici donc, pour cette foire du livre 2018 de Brive, sous le signe de la Terre. D'ailleurs, vous peut-être remarquer pour ceux qui sont déjà passés par les stands des auteurs, la Terre est présente dans les titres des deux ouvrages. Et nous recevons donc Christophe Gatineau pour Éloge du ver de terre aux éditions Flammarion. Bonjour Christophe. Bonjour. Content de vous revoir sur le forum des lecteurs. Et puis nous accueillons également Nicolas Tindas et Sylvain Marchou pour Un jour la Terre, parole du COS, aux Ardents Éditeurs. Je salue d'ailleurs Jean-Marc Ferrer qui est un ami de fac. Hein. On se connaît déjà depuis de très très nombreuses années, le directeur des Ardents Éditeurs. Je ne sais pas s'il est sur la foire, j'imagine. Une maison Limougeaude qui d'ailleurs a fêté ses 10 ans l'année dernière, ici même sur ce plateau. Bonsoir messieurs. Une petite question, comment se passent ces premières heures de foire, Nicolas ? C'est intense. Je sais pas si ça si, marche. si. Oui, ça marche. Oui, fort. C'est intense, à la fois. On vous entend, allez-y. C'est intense à la fois au niveau du poignet, mais aussi en échange avec les personnes. On essaie, dans la mesure du possible, de prendre le temps d'échanger avec les personnes qui viennent nous voir. Sylvain aussi. Alors Sylvain, c'est un habitué de la foire pour d'autres raisons, pour des raisons professionnelles, j'imagine. Mais de passer de l'autre côté dans le stand, avec l'éditeur, avec aussi les bénévoles, ça change la donne ? Je sais pas. En fait, être un homme tronc, c'est difficile, ouais, mais je suis debout parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans le stand. Mais en fait, je suis sur la pâtisserie, moi. Je dédicace sur des livres de pâtisserie que je n'ai pas écrits, hein, je vous rassure. Hein, voilà. Par contre, ça donne l'eau à la bouche, ça met l'eau à la bouche. Oui, d'ailleurs, le monsieur a amené des pâtisseries, mais on n'y a pas touché, c'est que pour les gens qui achètent les livres. Hein. Je le précise au cas où il y a des gens qui veulent venir manger des pâtisseries, ça ne se fait pas. Voilà. Bon. Merci Sylvain. Alors, je me tourne tout d'abord vers Christophe Gatineau. Éloge du ver de terre. Notre futur dépend de son avenir aux éditions Flammarion. J'en dresse un peu le personnage parce que nous avions le plaisir de vous avoir ici en 2014. Vous êtes déjà venu ici même sur ce plateau. Un plateau, vous étiez venu nous parler de la permaculture, bien évidemment. Alors, vous êtes cultivateur, auteur, photographe, réalisateur de documentaires. Vous vivez à Époux, près de Comprégnac. C'est pas très très loin de Limoges. Vous revenez nous voir sur le forum des lecteurs, Christophe, avec ce titre non moins surprenant. Vous l'avez choisi, vous l'avez peaufiné ce titre pour en arriver à cet éloge, parce que l'éloge, c'est quand même la mise en valeur ici d'un animal. En fait, tout simplement, mon éditeur Flammarion m'a contacté et m'a dit voilà le titre de l'ouvrage, Éloge du ver de terre, à vous de l'écrire. Voilà comment c'est déroulé en fait. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, tout simplement. Voilà. Alors justement, moi je m'étais noté, ça aurait pu s'appeler Dialogue avec un ver de terre, parce que c'est vraiment un dialogue entre vous et lui, si on peut dire ça comme ça. Et c'était un choix qui justifiait de faire parler l'animal ? En fait, la difficulté avec ce qu'on pourrait appeler la littérature agricole, hein, finalement, quoi, voilà, c'est que la plupart des livres, sont pas toujours très agréables à lire, voilà, bon. Et ils sont réservés à un public de professionnels, un public averti, finalement. Et l'objet, en fait, avec le ver de terre, avec ce livre, c'était de mettre en scène l'information. C'est-à-dire que pour moi, on doit donner du plaisir au lecteur et on doit le sensibiliser, on doit le perturber, on doit le troubler. Moi, ma vocation n'est pas d'informer directement, de dire les choses sont faites ainsi et on doit les prendre comme cela. Non, mon but c'est de troubler ce lecteur et pour le troubler, en fait, faut que l'écriture, à mon avis, enfin en tout cas la mienne, enfin je l'espère finalement, soit ludique. On doit prendre du plaisir à lire. Quand on écrit un livre comme ça, on pense aussi au lecteur et puis en plus, moi je m'amuse à l'écrire, hein, voilà. Ludique et humoristique aussi. Je pense que ludique et humoristique, ça va un petit peu de pair, quoi, voilà. Après, le ver de terre, quand je fais l'éloge du ver de terre, je fais pas l'éloge des vers de terre. Je crois que c'est extrêmement important. J'ai traité une seule espèce de ver de terre, hein, c'est le lombric terrestre. Et voilà, donc c'est vrai que l'astuce littéraire, j'ai trouvé, c'est d'établir un dialogue entre ce ver de terre et l'auteur, et en l'espèce, c'est moi. Et voilà. Alors, cette petite bête, si je puis dire, on n'en parle pas souvent. Vous évoquez tout au long du livre son importance, je dirais, dans l'écosystème, pour faire simple. Oui. Et pourtant, alors il y a d'autres animaux qui, comme les abeilles, j'ai noté, hein,
on en parle beaucoup, on parle des néonicotinoïdes sur la tuerie que ça représente sur le monde des abeilles, et rien sur les vers de terre, alors que eux aussi sont victimes, peut-être dans un anonymat plus respectable, des engrais et autres azote, azote, phosphore, le fameux NPK. Oui, oui, en fait, aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de biodiversité, de l'effondrement de la biodiversité, mais en fait, quand on pense à biodiversité, on va penser aux oiseaux, on va penser aux abeilles, on va penser... Voilà. En fait, on ne sait pas vraiment réellement ce que c'est la biodiversité. La biodiversité, c'est la diversité du monde biologique, en fait. Hein, voilà. Alors, vous avez pris l'exemple de l'abeille, il est extrêmement significatif. En fait, aujourd'hui, on dit qu'il y a un effondrement des abeilles, qu'il faut absolument sauver les abeilles. On oublie simplement, en fait, que les abeilles qu'on veut sauver, ce sont des abeilles, pour la plupart, qui sont des abeilles hybrides, qui n'existent, ces espèces, ces sous-espèces, ces races d'abeilles n'existent pas dans la nature, en fait. Elles ne sont que le produit d'une exploitation des abeilles. En revanche, en France, il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles, ce qu'on dit sauvages, en fait, et ces abeilles sont réellement en danger. Et ce n'est pas celles-ci qu'on veut sauver, en fait. Et je vais revenir, en fait, sur le sujet qui nous préoccupe, le ver de terre. Les vers de terre, c'est 150 espèces en France de vers de terre. C'est 400 espèces en Europe. C'est environ 6 000 à 7 000 espèces dans le monde. Voilà. Donc dans un sol cultivé, moi je suis intéressé plus particulièrement à un sol cultivé en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle les sols nourriciers. Dans un sol nourricier, on avait avant, on va prendre 2 cas de figure. Le premier cas de figure, ce sont les prairies naturelles. En fait, dans une prairie naturelle, sous un climat type Normandie, c'est-à-dire un climat relativement relativement tempéré et humide, on avait des populations à peu près par prairie, une 50aine d'espèces pour un poids total environ de 4 tonnes de vers de terre. Voilà, bon. Dans un champ cultivé de type céréalier, on a environ, cultivé de manière, je dirais, agrobiologique, on a environ 1 tonne 250. Alors pourquoi on a une telle différence? Tout simplement parce que le travail du sol, l'agriculture, est une science du compromis. Hein. On fait toujours quelque part des dégâts. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les champs céréaliers, dans les grands champs céréaliers qui sont conduits à la chimie, l'effondrement des populations de vers de terre, donc déjà, on a beaucoup moins d'espèces qui sont présentes, et en plus, on se retrouve à 50 kilos. Ce qui veut dire, c'est qu'entre une prairie de type normande, où on avait l'équivalent de 5 vaches limousines en poids vif de vers de terre, voilà. Aujourd'hui, on a sur la même surface, en sol céréalier, grosso modo, un fœtus mort, quoi. Je vais me tourner vers Nicolas, qui a aussi parcouru et lu votre livre. Nicolas, vous me disiez hors micro que vous aviez quand même appris énormément de choses. Ça va nous faire une petite respiration avant de revenir vers Christophe. Comme moi d'ailleurs, hein, je l'avoue, cet éloge du ver de terre m'a permis aussi de me replonger un peu dans mon enfance, hein, avec le jardinage familial et tout ça. Et vous aussi, ça vous a alors appris des choses et peut-être rappelé des choses? Une petite respiration, comme le ver de terre qui fait respirer la terre d'ailleurs. Oui, quand j'ai vu le livre, je me suis dit, diantre, on fait un livre entier sur un ver de terre, c'est bien qu'il ait une importance. Et inconsciemment, voilà, je pense qu'on sait tous que le ver de terre a une importance. Mais voilà, dans le livre, on en apprend plus sur déjà tout ce que vous avez développé et sur la prise de conscience que cette bestiole qui ressemble à rien, parce qu'elle ressemble à rien, n'est pas prise en compte par l'ensemble des acteurs qui devraient la protéger. Alors, moi j'ai noté, c'est un vrai laboureur, ce ver de terre. C'est un peu une de ses particularités. C'est un laboureur du sol. Voilà, on parle vraiment du lombric terrestre en fait. Hein. C'est le ver de terre commun en fait. Hein, voilà, bon. Alors, juste pour parler de lui, parce qu'en fait, il faut savoir... Une petite leçon de biologie. Un petit peu, voilà. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, cet animal, reconnu comme un être sensible par Charles Darwin, donc ça date quand même de 130 ans, quoi, n'est toujours pas reconnu comme un animal. Il est reconnu par la loi française, par la législation, comme une chose. Une chose à cheval entre la matière vivante et la matière minérale. Il n'existe pas dans nos lois, en fait. Autant l'abeille... Bon, si on revient sur les abeilles existent un petit peu dans la loi sur la reconquête de la biodiversité. L'abeille existe, en fait.
peu de droits, ce qui est quand même assez formidable, finalement, parce que les pollinisateurs, on devrait être tous des espèces protégées. Voilà. Alors ce ver de terre, ce lombric terrestre, on ne le connaît pas, on le connaît mal, et c'est pour ça qu'on l'ignore. Il vit sous nos pieds, en fait, dans la terre sombre. Alors on ne dit plus qu'il vit dans des galeries, par exemple. On dit qu'il vit dans des terriers. Voilà. Dans des terriers qui sont terriers horizontales, en fait. Voilà. On ne sait pas, par exemple, que le ver de terre, il se fabrique au niveau des argiles, il va se fabriquer une chambre. Ça, on le sait aussi depuis 150 ans. Il va se construire un espace, en fait, où il va venir se réfugier pendant les chaleurs ou quand, en période de disette, il va descendre dans le fond de son terrier et il va aménager son terrier avec des petits cailloux. Et s'il ne trouve pas de cailloux, il va prendre des petites graines. C'est-à-dire il s'aménage une chambre confortable pour pouvoir se reposer. Ce qu'on a découvert aussi, ça on le sait depuis les travaux de Marcel Bébé-Boucher, en fait, qui était chercheur à l'INRA, c'est que ce ver de terre, il va stocker de la nourriture. Il va même construire à certains étages des endroits où il va se reposer, tout simplement. Et quand au petit matin, il remonte, parce que notre ver de terre, bien sûr, il ne se nourrit pas de terre, hein, bien évidemment, il se nourrit de matière organique, hein, ce qui est très différent. Il va même se nourrir de végétaux, il a même une bouche, il a même des papilles gustatives, il choisit même sa nourriture, il y a des nourritures qu'il préfère. Par exemple, il adore l'oignon, il adore les racines des poireaux, et puis il aime tout ce qui est en règle générale crucifère, mais parmi les crucifères, il y a certains végétaux qu'il va préférer, quoi. Donc il monte à la surface, il ouvre l'entrée de son terrier. Pourquoi il ouvre l'entrée de son terrier? Parce que tout simplement, quand il redescend se reposer, eh bien il ferme l'entrée de son terrier. Et ça, on le sait aussi depuis Charles Darwin, parce qu'il ne va pas fermer de manière... instinctive son terrier. Il va prendre des matériaux, ça peut être des petits cailloux qu'il va assembler, ou alors ce sont des feuilles qu'il va plisser et rentrer un petit peu en force à l'entrée de son terrier pour être tranquille quand il se repose. Donc il remonte des profondeurs du sol, en fait, il ouvre son terrier et il va se mettre à brouter autour de son œil de bœuf, on pourrait dire, en fait, et puis après il va redescendre. Alors, soit il va redescendre de la nourriture, parce qu'il stocke de la nourriture. Il faut quand même savoir que ce lombric terrestre, en fait, fait partie des rares espèces, avec l'espèce humaine et quelques espèces de fourmis, à cultiver la nourriture. Il faut quand même savoir, par exemple, que les abeilles ne cultivent pas leur nourriture. Le miel n'est qu'un produit de la déshydratation, alors que le ver de terre, tout le monde peut imaginer qu'il ne mange pas de bois, par exemple. Mais quand il n'y a rien à consommer, en fait, il va récupérer des petits morceaux de bois, et ces petits morceaux de bois, comme il ne peut pas les grignoter, il va les descendre à une certaine... sous la surface du sol, et avec l'humidité, les champignons vont faire le travail. Et une fois que les champignons auront prédigéré la lignine, il va s'en nourrir. Donc, ce que je propose dans cet ouvrage, c'est de rentrer dans ce monde merveilleux de cet animal, dont Darwin, et je fais toujours référence à Darwin. Pourquoi? Parce qu'il les a observés, c'est le chercheur, le scientifique qui les a observés le plus longtemps, hein, c'est-à-dire pendant 40 ans à suivre, il a observé les vers de terre. Et dans son livre qu'il a publié en 1882, ce livre où il clôt son œuvre sur le ver de terre, à 20 reprises, il cite le mot d'intelligence. Il va même plus loin un moment. C'est ce que j'allais vous demander. Vous évoquez le cerveau et une proximité même aussi avec l'homme dans certains comportements. Et il y a véritablement, je ne vais pas parler peut-être d'intelligence, Christophe, quoique. Disons qu'en fait, si on se réfère aux deux plus grands chercheurs, Charles Darwin et Marcel Béboucher, je veux dire, Marcel Béboucher, tous les deux, ce ne sont pas des ésotériques. Hein. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas des gens, des illuminés de service. Hein, je veux dire. Pour Marcel Béboucher, il confirme totalement les travaux de Darwin qui parlent d'intelligence chez cette espèce de ver de terre. Parce que les vers de terre ne se ressemblent pas tous, hein, évidemment. Souvent, les gens vont vous dire « Oh, mais j'ai plein de vers de terre chez moi, j'en ai plein de compost. » Mais ce n'est pas des vers de terre. Les paysans, autrefois, ne désignaient pas ces vers de compost, ces vers de surface, comme des vers de terre. Les vers de terre, ils vivent dans la terre et à la surface. C'est-à-dire qu'ils naviguent entre les profondeurs, le lombric terrestre navigue entre les profondeurs de la terre et la surface pour se nourrir. Et si les vers qui sont dans votre compost, si vous les mettez dans la terre, ils meurent. Ils sont incapables de vivre, en fait. Et au niveau biologie, mode de vie, ils fonctionnent très, très différemment. Alors, très rapidement, pour vraiment vous faire comprendre que ce ver de terre est un animal à part entière. Alors, pour clore sur l'intelligence, Marcel Béboucher, chercheur à l'INRA, a confirmé, et l'INRA a confirmé que oui, on peut parler, dans le cas du lombric terrestre, d'une intelligence. C'est-à-dire qu'il est capable, il a conscience de son environnement. Les centaines d'expériences qui ont été réalisées montrent qu'il s'adapte, en fait, à cet environnement. Je vais vous prendre un exemple très rapide. Un chien prend, voilà, je vais mettre ces deux livres, prend un morceau de bois. Alors on va prendre un chien, mais bon, voilà, il veut passer ici, le morceau de bois c'est en travers, mais il va s'acharner, etc. Comme ça, voilà, jusqu'à un moment, il va lui falloir un certain nombre de temps pour qu'il prenne conscience que s'il tourne le morceau de bois dans l'autre sens,
ça va passer. Voilà. Ben, le ver de terre, en fait, cette opération-là, c'est-à-dire quand il va prendre une feuille, par exemple, qu'il ne va pas pouvoir faire rentrer à l'intérieur de son terrier, il essaie une fois, deux fois, la troisième fois, il va changer la position de la feuille. Alors, on peut se dire, oui, mais il est habitué aux matériaux qui sont autour de dans son environnement, en fait, hein, c'est-à-dire les feuilles d'arbres. Mais non, Charles Darwin a été beaucoup plus loin. Il a mis à disposition de ces vers de terre des matériaux, des feuilles dont il étrangères, en fait, à son milieu. Et c'est la même chose. Le ver de terre prend par la queue, par le pédoncule de la feuille, etc. Et puis, si ça passe pas, il va trouver une solution, en fait. C'est ce qui avait interpellé. Donc, je voudrais clore sur l'intelligence des vers de terre en disant que par 2 fois, Charles Darwin cite le mot d'âme. C'est-à-dire qu'il pose la question. Il dit, de toute façon, un animal qui est doué d'intelligence, c'est-à-dire de réflexion, on peut envisager l'idée d'une âme. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce ver de terre. Donc voilà, moi je vous embarque dans ce monde merveilleux du ver de terre. J'avais une dernière petite question oui, avant qu'on s'adresse et qu'on nous dialoguions, et vous compris d'ailleurs, avec Nicolas et Sylvain, c'était le thème de la protection. Alors vous militez effectivement Bien pour sûr. qu'il y ait une protection. J'allais vous poser une première question, est-ce un combat perdu d'avance? Et puis la deuxième, c'est que sur la Foire du Livre, il y a François Hollande. François Hollande, vous lui avez écrit Oui. en tant que président de la République. Vous avez aussi écrit au candidat à l'élection présidentielle de 2017. Vous n'avez pas eu de réponse à proprement parler. Oui. Donc, est-ce que c'est un combat perdu d'avance? Est-ce que vous avez l'intention d'aller voir François Hollande pour lui reparler de votre lettre? Par rapport à François Hollande, c'est vrai que je n'ai pas reçu de réponse et je suis toujours interrogé finalement. Est-ce qu'il a réussi à faire un panier à 3 points? C'est-à-dire? Quand il a acheté la lettre à la poubelle. Voilà. C'est la question. En fait, peut-être le problème du ver de terre aujourd'hui, pourquoi il est si important? Parce que j'en ai toujours pas parlé, pourquoi il est si important? Parce qu'en fait, les vers de terre, ces espèces, dans un sol cultivé, ils représentent jusqu'à 80% de la masse des animaux qui fabriquent la nourriture pour les plantes. Voilà. Donc, le ver de terre, c'est en même temps un symbole et c'est en même temps... concrètement pour les plantes, des animaux qui fabriquent la nourriture. C'est-à-dire qu'ils vont transformer la matière organique en nutriments ingérables, assimilables par les plantes. Donc évidemment, quand les vers de terre disparaissent d'un sol, c'est un marqueur de bonne santé. Et généralement, tout l'écosystème souterrain, c'est-à-dire les champignons, le monde bactérien, etc., s'est écroulé en fait. Donc ça, de ce côté-là, c'est un symbole. Voilà, bon. Donc ça veut dire que quand il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de vie, ou alors la vie, elle s'est enquistée, le monde bactérien peut s'enquister. Et quand le ver de terre disparaît, en fait, ce sont les sols qui disparaissent. C'est-à-dire qu'ils annoncent en fait l'érosion, c'est-à-dire que sous les effets climatiques, les sols s'en vont rejoindre ce qu'on appelle les sources et les rivières pour les polluer, tout simplement. Et ils laissent sur place un monde minéral qu'on appelle les cailloux. Et ce qu'on appelle vulgairement les paysans aujourd'hui, quand les cailloux remontent du sol. En fait, les cailloux ne remontent pas d'un sol, bien évidemment. C'est la terre qui s'en va et qui laisse sur place les cailloux. D'ailleurs, dans un sol qui est, j'appelle, riche en vie, en fait, il y a très peu de cailloux pour la simple et bonne raison, c'est que constamment, de manière permanente, les vers de terre ramènent de la terre sur le sol. C'est pour ça en fait qu'on dit que ce sont des laboureurs, c'est-à-dire que c'est le seul animal au monde capable de labourer biologiquement un sol. Voilà, pour ça qu'il est important. Alors, la terre, les cailloux, vous me tendez la perche, parce que les cailloux, c'est un peu le cos, en quelque part. Christophe, merci en tous les cas. Éloge du ver de terre, donc notre futur dépend de son avenir aux éditions Flammarion. Première fois sur le forum des lecteurs, messieurs, content de vous avoir. Et j'allais vous poser une première question. Nicolas, vous êtes directeur d'une ONG, vous circulez beaucoup, je dirais, à travers le monde d'une certaine façon. Sylvain, photographe, je dirais briviste, travaillant à Brive. Vous vous êtes rencontrés comment pour faire mûrir ce projet et ensuite le faire naître véritablement? Oui, il va parler, vous inquiétez pas Sylvain, il va parler, mais je sais, mais vous allez nous parler également, je l'espère. Nicolas, comment s'est faite votre rencontre et comment avez-vous fait mûrir ce projet? Un jour la Terre, parole du COS. Oui, bien sûr, Sylvain va parler. La rencontre... Bon, d'abord, on se connaît comme on peut connaître, on peut se croiser dans une petite ville comme Brive, se connaître sans se connaître. Donc, Sylvain, on se côtoyait depuis longtemps et sans le savoir, on avait le même projet de tâcher de capter cette mémoire que l'on sentait en train de disparaître, en train de passer vers une autre étape.
Moi, parce que venant d'un petit village du Causse à Estival, d'une famille de médecins, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., que ce soit dans la salle d'attente de mon grand-père où je regardais cet endroit incroyable qui était un lieu de socialisation pour les patients et qui portait bien leur nom de patient parce que ça pouvait durer des heures. Et moi, c'était quelque chose qui me fascinait. Également d'entendre mon père ou mon grand-père le soir rentrer et raconter des anecdotes. Là, je me disais, il y a quelque chose à faire sur cette mémoire, sur ces personnes qui m'entourent, qui nous entourent, et comment faire, et notamment comment capter cette mémoire de manière visuelle, prendre des photos. Et moi, j'ai pas ce talent artistique. Et un jour j'ai parlé de ma recherche à mon oncle, et mon oncle a dit: mais il y a quelqu'un que je connais bien qui a cette même quête. Sylvain, justement. Alors Sylvain, oui, il y a des annonces pendant la foire, mais on n'y peut rien, c'est tous les ans comme ça, et on s'adapte. Personne n'a d'annonce à faire, une voiture perdue, un truc comme ça, on peut le faire. Non, je plaisante parce que je ne suis pas très à l'aise, c'est pour ça que je plaisante. Alors, le COS dont parle Nicolas, c'est votre territoire. Vous le connaissiez même vous avant peut-être votre rencontre. C'est un territoire sur lequel vous aviez, alors je ne sais pas si on peut dire travailler, mais que vous connaissiez tout du moins assez bien. D'abord, j'y suis né. Je suis né à Martel, donc je crois que je vais faire partie des Antilles lombriques. Je dois être calcaire, je crois. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Et ensuite, ce qui m'intéressait, c'était véritablement de répondre à une question que je me pose depuis très longtemps, c'est comment on fait quand on hérite de la terre et qu'on n'a pas choisi spécialement de reprendre cette terre, voilà. Et comment est-ce qu'elle nous travaille. Enfin, j'allais dire nous, alors que moi je ne suis pas du tout issu de la terre. Voilà, comment le corps, voilà, les expressions, le travail sur ce corps. Voilà, ça m'intéressait de répondre à cette question. Et donc, on a eu une chance extraordinaire de se rencontrer par son oncle. Et puis la chance aussi nous sourit parce que son père est effectivement médecin de campagne. Donc les portes se sont ouvertes. Grâce essentiellement à votre père. Oui, en gros, mon père, quand je lui ai parlé de cette histoire, de ce projet qu'on avait qui était encore très flou, il m'a dit: mais ça, il fallait le faire il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est trop tard. Et je revois encore la scène, on était dans un restaurant à Cré-Saint-Sac, et puis en fait, au bout d'une dizaine de minutes, il avait listé une trentaine de noms, et on s'est rendu compte que non, bien sûr, c'était pas trop tard, et il y avait quelque chose à faire. Et donc, c'est effectivement grâce à mon père, et puis à mon grand-père, de manière posthume, mais sur son nom, qu'on a pu gagner la confiance des gens et discuter avec eux. Alors, vous avez arpenté depuis 2012, de 2012 à 2017 ? À 2018. 2018, donc en début de cette année. Donc, ça veut dire que vous avez quadrillé véritablement ce lot qui est un peu corrézien, un peu lotois et un peu en Dordogne. Enfin, c'est vraiment beaucoup de déplacements sur le terrain parce que vous avez forcément rencontré les gens tous les deux à chaque fois. Alors, moi, je me suis expatrié pendant 5 ans. Donc, c'était plus difficile. Depuis l'Afrique, c'était un peu difficile de continuer. Mais dès que je rentrais, dès que j'avais une occasion, je partais sur le terrain avec Sylvain. Mais Sylvain, qui restait ici, a eu l'occasion de revenir dans ces endroits. Et finalement, cette longue période a permis une maturation, tout simplement, du projet, qui, même si elle ne se faisait pas sur les lieux, pour moi elle se faisait à distance, on a pu arriver à un résultat que l'on n'aurait pas obtenu dans un projet de 1 an. Voilà. Il fallait du temps au temps, comme on dit familièrement, pour justement arriver à ce que vous disiez. Alors, ce livre, c'est une ode aux anciens. Je pense que, je ne sais pas si vous partagez cette expression, ode aux anciens. Ces femmes et ces hommes, vous l'écrivez, sont ancrés dans leur territoire, sur leur cause. Et vous dites, ils sont d'un autre monde. C'est véritablement parce que leur grand âge, pour la plupart, fait qu'ils sont en dehors de notre activité moderne là, qui nous prend beaucoup de temps, et qu'eux en restent à des choses essentielles. Je pense que c'est surtout le rapport au temps. Le rapport au temps, ce qui nous a marqué dans un certain nombre d'endroits où on est allé, c'est le silence.
Et le rapport au temps, effectivement, nous fait dire oui, c'est un autre monde, mais on ne veut pas non plus. C'est pas un monde voilà, figé, à l'écart, etc. C'est des gens qui ont des choses à dire très actuelles sur la conquête de l'espace, sur le mariage gay, sur plein de choses. On reviendra tout à l'heure sur on a 2 minutes sur les questions au gouvernement. Ça m'a intrigué. Je vous laisse terminer. Et vous dites, ils ont des plaisirs simples aussi. C'est ce qui aussi les caractérise, ces anciens du COS. Des plaisirs simples, des choses simples. Sylvain, vous partagez pas mon avis peut-être? Je sais pas, on a beaucoup parlé du plaisir. Je sais pas si on a beaucoup parlé du plaisir. Non, de plaisir simple. Mais je sais pas si ça se traduit comme ça. Alors moi, je peux parler 2 secondes de Georges, que je connais un peu mieux, parce que c'est une des personnes que j'ai vues le plus souvent. Et puis un jour, on marchait sur le territoire du COS. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent le COS. Et puis il m'a arrêté et il me dit vous voyez, Sylvain, je ne crois pas au bonheur, mais je crois à la tranquillité. Et ici, je suis tranquille. Il me dit, et vous? Voilà. C'est tout. Donc, je ne sais pas si ça, c'est un plaisir simple. En tout cas, il est là. La tranquillité peut être un plaisir, mais voilà, c'est possible. Après, on est aussi sur des seuils de vie. Donc, ça devient quand même difficile. Et justement, le fait d'avoir travaillé sur plusieurs années, c'est aussi ça. C'est que là, tout récemment, on a fait la tournée de toutes les personnes qui ont participé à ce livre, et même d'autres qui ne sont pas dans le livre. On a remis le livre, et je peux vous dire que quand on a fini une matinée, après 6 ans, on a vu ce que le temps produisait. Alors je sais bien que tout le monde nous dit, oui, mais c'est comme ça. En fait, ça doit être comme ça, on peut en souffrir. Et quand on est arrivé au restaurant, on a ouvert une bouteille de rouge. Voilà, parce que c'était difficile. Ça a été difficile aussi parce qu'on a fait une signature, et la présentation du livre, une dame est décédée 3 jours avant. Elle est tombée, je crois, Nicolas, tu confirmeras, dans la fosse. C'est ça? Une fosse. Et c'est absolument terrible. On a dédicacé aux petits-enfants, aux enfants. Voilà, c'était extrêmement dur. Donc c'est dur pour nous parce qu'on va aller à beaucoup d'enterrements aussi. Alors, tant que vous avez le micro, Sylvain, ne le posez pas. J'ai lu dans la presse locale que vous connaissez bien qu'il y avait aussi une exposition photo. On peut peut-être en dire un tout petit mot quand même, Sylvain. Et puis justement, ça me donne aussi l'occasion, puisque vous avez apporté, j'imagine, votre outil de travail, d'abord nous parler de cette exposition rapidement. On reviendra au livre dans un instant. Et puis nous parler aussi de la façon dont vous avez pris vos clichés. Techniquement, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais de la façon. Je vais ennuyer du monde. Hein. Comment? Je vais ennuyer du monde. Non, mais simplement, est-ce que tous ces gens, vous les avez pris, je dirais, comme ça à l'improviste? C'est pas évident non plus, peut-être, de faire de superbes photos comme celles que vous avez mises dans votre livre. Alors, on va parler 2 secondes. S'il y a des gens qui dorment, on essaiera de vous réveiller. Tout simplement, je voulais rompre avec le travail quotidien avec le numérique, puisque je travaille en numérique au quotidien. Donc je voulais rompre avec ça, et donc j'ai récupéré un appareil photo des années 50 qui est un Rolleiflex, et puis ça appartient aussi à la mémoire des photographes humanistes que j'aime beaucoup. Alors je vais reciter, ça fait 15 fois que je le dis, mais bon, je vais le dire pour tout le monde, Robert Doisneau, Bouba, enfin voilà, Ronis, pas Cartier-Bresson parce qu'il n'aimait pas le carré. Donc tous ces gens ont travaillé avec cet appareil photo qui est un 50 mm fixe, donc il faut bouger, et il n'y a pas de mise au point automatique, pas de diaphragme automatique, pas de vitesse. Il y a 12 photos embarquées, donc il faut attendre un petit peu, ça confère à la magie, parce qu'il y a des photos que je découvre après aussi. Et puis ce que disait Robert Doisneau, c'est une visée humble, c'est-à-dire qu'on n'est pas un chasseur, on n'est pas à l'œil, on est par-dessus, on est courbé, on remercie la personne. C'est une visée au cœur. Donc voilà, je voulais obtenir ça parce qu'il y a énormément de respect, ça s'imposait. Enfin, pour moi, ça s'imposait comme ça. J'ai pas été trop ennuyeux. Non. Donc il y a une exposition photo qui accompagne. Alors, rapidement, je voudrais donner la parole à Christophe ensuite, mais rapidement, une exposition photo qui accompagne votre travail. Allez-y. L'exposition photo, alors pour le moment, est dans les cartons parce qu'elle a été déballée à la baignoire d'Archimède, qui est une librairie indépendante à Brive, qui nous a accueillis pour le lancement le 4 septembre, donc elle est restée 1 mois. Elle est restée ensuite à Cultura Centre. On a exposé de manière éphémère à Martel il y a 15 jours, je crois. Voilà. Et puis elle va se déplacer. On parle peut-être même de Paris, un peu de chance, mais pas trop. Voilà. Et j'espère qu'elle va se poser ailleurs. Et puis tout à l'heure, on s'est rencontrés juste avant la foire, et je suis très heureux parce que
tu as fait ce même travail il y a 25 ans. Je pense ou 20 que ans. c'est ce que Christophe Voilà. voulait vous dire, et on va lui laisser la parole justement parce que ce que vous avez fait, ça lui parle. Ça lui parle. Oui, ça me parle parce que c'est vrai que ce travail-là, je l'ai réalisé avec un autre photographe sur le département de la Creuse il y a 25 ans. Ça avait donné lieu à une très belle exposition au château de Vassivière. À l'époque, l'édition livre de photographie qui était rare. On avait même reçu les compliments de Robert Doisneau par rapport à ce travail-là. Ce que je veux dire, c'est que... Bon, maintenant, je vais revenir à ce livre. Ce livre, je l'ai reçu, donc j'ai eu le temps de le consulter. Comme vous savez, comme tous les bouquins de photos, en fait, ben, on regarde que les photos et on lit pas les textes. Mais on est tous comme ça, c'est tous notre travers, finalement. Et ça n'a rien contre vous. Je prendrai probablement le temps de lire les textes. Mais c'est vrai, c'est les photographies. Ce que je veux dire, c'est que c'est un livre... Ces photographies sont très sensibles, en fait. Et c'est un travail excessivement compliqué. Faire des photographies, tout le monde sait faire des photographies, et même faire des photographies choc, c'est même relativement facile de mettre cela en scène. Mais capter une atmosphère, l'âme en fait des gens, enfin l'âme, voilà. Je veux dire, c'est compliqué. Et moi voilà, vraiment je vous conseille ce livre parce que c'est un très beau travail en fait, fait avec un travail où on prend le temps en fait. Hein, et je sais en fait tous les doutes qu'il a pu avoir dans sa tête, c'est-à-dire on part, on est avec son appareil photo et puis ça le fait pas, souvent ça le fait pas, quoi, voilà. On imagine toujours des choses, on imagine toujours des postures, on a des photos en tête et la difficulté du photographe, en fait, c'est de se lâcher par rapport à tous ces appris et puis de se laisser aller, en fait, finalement. Puis vous savez, quand vous faites une série de photographies, puis tout d'un coup vous appuyez et puis c'est la bonne photographie, en fait. Voilà. Donc, vraiment, c'est un travail magnifique. Et je n'ose imaginer d'ailleurs que le texte soit à la hauteur. Non mais voilà, je veux dire non mais ce que je veux dire c'est que c'est toute la difficulté des bouquins de photographie, c'est qu'on voilà instinctivement un bouquin de photographie c'est pour la photographie. Éventuellement on lit les légendes. D'ailleurs Robert Doisneau prenait beaucoup de soin à ces légendes en fait. Mais combien de livres de Robert Doisneau d'ailleurs a fait pour qu'on lise ses textes. Vous savez que en 1989 il a publié un livre que d'écrits, spécialement d'écrits, qui sont d'ailleurs sans aucune photographie, justement, pour qu'on se concentre sur l'écrit, en fait. Voilà. Donc, évidemment, je vous conseille ce livre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas remis d'enveloppe de billets de 500 € avant, hein, ça je le promets, hein, pour qu'il le Mais ça peut se faire après, je veux dire, c'est jamais trop tard. Si on vend 5000 livres, on va Il n'est faire jamais ça. trop tard. On est toujours... Non, je te remercie beaucoup. Par contre, Christophe, moi j'ai lu les textes par contre, et je voulais justement poser une question à Nicolas. Alors, il y a peut-être des fils conducteurs, je ne sais pas, mais moi il y a quelque chose qui m'a frappé, parce que je suis aussi enseignant d'histoire-géographie, et je dirais accessoirement, hein, Christophe, comme vous le diriez, mais il y a un fil conducteur, c'est l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment dans chaque témoignage, alors je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, quelque chose qui revient systématiquement comme alors je ne sais pas si on peut parler de cicatrices, mais en tous les cas des souvenirs qui les ont considérablement marqués. Vous avez été sensible aussi à ces souvenirs liés à l'entre-deux-guerres et à parfois des périodes un peu douloureuses, comme la Seconde Guerre mondiale. C'est la génération de la guerre. Les personnes les plus âgées sont nées en 1916, la moins âgée est née en 1948. Voilà, donc forcément ils ont vécu la guerre soit en tant qu'enfants, des souvenirs, etc. Ce que je veux dire, c'est que soit ils ont expérimenté. C'est venu, on dirait que c'est venu presque spontanément. Ils sont venus spontanément ces souvenirs. Si ça ressort dans le livre, voilà. c'est que c'est une constante effectivement Ouais. de nos entretiens. Ça c'est évident. Je veux dire, c'est pas moi qui dans les textes ai voulu systématiquement insister sur cet aspect de la guerre. C'est que ça ressort systématiquement. Il y a aussi la guerre d'Algérie, hein. C'est la seule sortie du territoire. Est-ce qu'on peut s'imaginer ça? On quitte la terre, pardon, Service militaire. service militaire, on part pour la guerre d'Algérie. Enfin, je ne sais pas si on peut se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'on a vécu enfant la guerre de 40, toutes les cicatrices, bon là, le maquis, les dénonciations. Pour reparler de Georges, son père était sur la liste. Voilà, il a vu des maquisards, il a vu des gens exécutés, et on part à la guerre d'Algérie. Voilà, et on revient, on reprend la terre. D'accord, donc je ne sais pas si on peut s'imaginer ça 2 secondes dans notre trajectoire. Le déracinement. Mais tout, absolument tout. La couleur, il y a un monsieur qui nous a livré. Je suis arrivé, j'ai vu le bleu, le blanc d'Alger, et voilà. Et puis je suis rentré parce que le père allait mourir et que tout était gris, il y avait de la suie, il allait mourir, et pourtant, il a repris la terre. Voilà. Donc, est-ce que 2 secondes, on peut s'imaginer ça? À côté, les bouddhistes sont des rigolos, hein, je vous le dis, moi.
Alors, ce qui est aussi frappant, je m'adresse à vous deux, bien évidemment, c'est que ces anciens qui sont présents sur le COS, ils sont loin d'être inactifs. Loin, très très loin d'être inactifs, à la fois intellectuellement et physiquement. J'allais dire intellectuellement, je pense à Reine Faure et Élise Lacoste, pardon, la fille et la mère, la maman 97 ans, vous dites si je me trompe, hein, qui continue d'élever des chèvres, de faire les fromages. On est sur la commune de Chartrier-Ferrières, on n'est pas très très loin de Brive, et on les sent complètement dans leur activité. Vous les présentez comme, je dirais, comme des gens qui sont en plein cœur de leur activité professionnelle, et pourtant elles sont assez âgées. Mais l'activité, c'est aussi peut-être ce qui les rend ou les maintient, je dirais, en lien avec le monde actuel. On peut dire ça comme ça, Nicolas? Moi, en tous les cas, quand je vois cette mère et cette fille, je suis un peu vraiment stupéfait. Elles sont toujours en vie. La mère a 102 ans maintenant. Ouais. Et oui, elle est toujours là, et elle a toujours ses activités qui maintiennent son cerveau en interaction avec ce qui l'entoure. Alors, ce sont majoritairement des femmes, hein. 27 femmes, 14 hommes dans votre livre. Merci, on n'avait pas compté. Ah bon? Non, parce que moi, je sais que l'espérance de vie des femmes est un peu plus longue que celle des hommes, et donc ça se retrouve aussi dans ces personnages du COS. Tout comme ces personnes qui sont les deux sœurs, Yvonne et Fernande. Alors elles, ce sont des spécialistes, Christophe, des questions au gouvernement. Ça vous a fait rigoler? Oui, parce que je connais une personne qui a lu les textes et qui m'a raconté. Vraiment, cette anecdote est succulente, en fait. Alors elles regardent des questions au gouvernement mardi, mercredi. Elles habitent à un petit kilomètre d'intervalle, hein, je résume, et elles se passent un coup de fil pour s'échanger leurs réflexions sur ce qu'elles ont entendu de la part de tel ministre ou de tel député qui a posé une question. Le ministre a répondu. Et en patois. Et elles vous l'ont raconté en patois? Alors on a eu une expérience en direct. On nous a dit je vais appeler ma sœur. Et donc on a filmé cette personne en train d'appeler sa sœur et de lui demander les nouvelles de la dernière séance de questions au gouvernement. C'est original quand même d'être encore au fil de l'actualité. Enfin original, je ne sais pas, mais en tous les cas, là aussi, c'est l'activité intellectuelle dont je parlais tout à l'heure, Sylvain. Alors on va vous livrer un secret. J'allais vous poser comme dernière question, avez-vous une petite anecdote ou quelque chose à nous dire? Donc on en a plein. D'abord, c'est un vrai bonheur ce qu'on a fait tous les deux de partir comme ça, avec cette liberté totale que nous a donné aussi l'éditeur. On a eu carte blanche. Enfin, je sais pas combien de temps on peut faire 2-3 heures, mais on a eu carte blanche. Je voulais pas parler en fait. Donc ça, c'est absolument formidable. Il faut remercier les Ardents qui ont misé aussi sur ce petit territoire. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Voilà, et on a donc le secret pour arriver jusqu'à 102 ans. Je ne sais pas si ça vous intéresse. On vous le livre? Allez, on le livre. Donc en fait, il faut manger peu et garder le moral. Voilà. C'est le seul secret que nous a livré. Voilà. Moi, je ne fais que répéter. Bon, je pense que c'est une recette qui est abordable pour presque tout à chacun. Et cette dame, d'ailleurs, s'est mise pas à la culture, mais à la nourriture biologique. Donc cette dame qui a 102 ans. Il y a déjà 40 et quelques années. Hein. Voilà. Un souvenir particulier, Nicolas, pour terminer, ou quelque chose qui vous aurait marqué? Alors je sais que, j'imagine que comme le dit Sylvain, il y en a certainement beaucoup et qu'il y a eu des moments très forts, comme vous le disiez aussi au début de notre entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ce cause qui vous marque et j'allais dire, est-ce que il est jamais trop tard, comme vous le disiez tout à l'heure? Est-ce qu'il y a encore des rencontres envisageables? Je sais pas. Bien sûr, oui. Bien sûr, ne serait-ce lorsque l'on a fait la tournée, hein, quand on allait remettre les livres à chacune des personnes avec qui on avait eu des entretiens, jusqu'à une période très récente, hein, il y a quelques jours encore, on était à Borez, donc en Dordogne. Donc c'est toujours très actuel et on a toujours beaucoup de choses et on est en train de préparer un blog justement pour pouvoir continuer à faire en sorte que ce projet vive. Là, ce livre, c'est l'aboutissement de 7 ans de travail, mais c'est aussi le point de départ pour d'autres pistes. Juste pour revenir sur le souvenir, bien sûr, il y en a beaucoup et la charge émotionnelle est très forte, mais peut-être un en particulier qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup marqué, je sais, Sylvain aussi, c'est d'aller justement dans une ferme et d'aller à la rencontre de ce silence. Encore une fois, je reviens sur cette question-là du silence et de cette dame qui nous parle de son fils qui rentre du STO et qui, quelques jours après être rentré, est victime de cette fameuse division qui remonte sur Oradour et, voilà, et qui
et qui fauche son garçon qui venait juste de rentrer du STO. Et elle nous raconte ça dans ce silence incroyable, et on a ces photos où au moment où elle nous raconte cette histoire, c'est terrible, terrible. Merci, merci Nicolas pour ce dernier témoignage. Christophe, vous êtes présent sur la foire jusqu'à dimanche soir, stand L14, Flammarion. Oui. Oui. Même chose, messieurs, stand L12, les Ardents Éditeurs, jusqu'à dimanche soir. Ben écoutez, je vous invite à les retrouver sur leur stand. Je vous rappelle donc Éloge du ver de terre, Christophe Gatineau aux éditions Flammarion. Et donc Un jour la terre, Parole du Cos, Nicolas Tindas, Sylvain Marchou. Merci messieurs. Merci à vous.